passer la parole à Madame Sonia Akpo-Benjou de réagir par rapport à ce thème. Et Madame Sonia Benjou, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis très honorée de participer à cette émission. Merci pour la considération et merci de votre intérêt. Je dis également bonjour à tous les internautes et tous les amis, les frères et sœurs du pays qui se reconnaissent à travers ma voix. Je dis au passage bonjour à tous ceux-là qui ne comprennent pas notre combat et qui nous trouvent souvent de jolis mots d'oiseaux, de jolis noms d'oiseaux. C'est pour eux aussi qu'on se bat, donc voilà. Je leur dis bonjour et puis, comme je le dis souvent, la fin justifiera les moyens. Voilà, moi je vais réagir, je vais laisser largement la place à la juriste de nous éclairer sur le premier sujet, parce que voilà, on ne peut pas tout savoir, n'est-ce pas? Mais de premier abord, je dois dire que le dernier décret qui est sorti, c'est clairement, il nous revient donc de dire que l'État crée artificiellement des apatrides. Parce que c'est pas tout le monde qui a 2 passeports, c'est pas tous les Béninois qui ont 2 passeports. Voilà, donc moi je suis très choquée et très énervée parce que je me demande où est-ce qu'ils vont au juste en faisant ceci. Parce que si c'est des gens qui sont recherchés par la justice de notre pays, très bien. Ben, comment ils vont venir? Par exemple, moi, si on m'arrache ce passeport béninois, comment je vais me rendre au Bénin pour répondre à la justice, n'est-ce pas? Comment je vais m'y rendre? On ne peut pas voyager sans un minimum de documents internationaux. Donc, voilà. Et d'un deuxième point, du point de vue terre à terre, ça c'est un Béninois lambda qui réfléchit terre à terre et qui répond comme ça. Mais du point de vue du droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU le stipule. Tout individu a droit à la nationalité. Et nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité, qui stipule l'article 15 de cette déclaration le stipule clairement. Donc, si aujourd'hui, je ne peux pas avoir le minimum, c'est-à-dire mon acte de naissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis rien, je ne suis personne. On m'arrache tout, quoi. Donc, de ce point de vue, je laisserai vraiment Madame Fadikpe développer parce que ça relève plus de son domaine. Mais de point de vue juridique et du point de vue diplomatique, voilà les avis que je peux donner dans un premier temps. Merci beaucoup, Madame Sonia, pour cette explication vraiment liminaire. Mais alors, nous allons nous tourner vers Madame Fadikpe, qui est juriste de formation, et qui va nous dire si ça veut dire que, si je comprends bien, ces personnalités politico-administratives sont en train de perdre leur droit d'existence. Vous avez la parole. Alors, Monsieur Soulé, bonsoir. Bonsoir à tous les internautes qui ont bien voulu partager ce moment avec nous. Avant d'aborder le sujet du décret interministériel, j'aimerais vous faire partager une émotion, un goût amer que j'ai aujourd'hui. 1er août, censé être une journée de joie, mais je suis triste et dépitée parce que mon pays va droit dans le mur. Aujourd'hui, le constat, il est implacable. Le Bénin n'est plus une démocratie. Nous avons des arrestations arbitraires qui se font à tous azimuts, des opposants politiques qui sont poussés en exil. Et puis, ce qui me choque, c'est l'effacement total de tout contre-pouvoir
au Bénin aujourd'hui. Alors, le président Talon consacre entre ses mains tous les pouvoirs. J'explique rapidement. Il est le président de la République, donc détenteur du pouvoir exécutif. Mais cela ne suffit pas. Si le président a également le pouvoir judiciaire. Parce que c'est un secret, hein, comme on dit, c'est un secret de polichinelle que le président de la Cour constitutionnelle est son avocat. Donc, où est passé le droit des citoyens de se faire juger? Non. Le troisième pouvoir qui devait appartenir au peuple, eh bien, il nous l'a également arraché le 18 avril dernier. Et donc, j'aimerais vraiment alerter la population béninoise sur ce qui se passe en leur disant qu'aujourd'hui, oui. il n'y a plus aujourd'hui, ok, sorry. Et plus aucun moyen de contrôler les actions du gouvernement. Alors, on me dira que oui, il y a eu la charte des partis votée par et le code électoral voté par l'opposition, mais aujourd'hui, avec cet arrêté ministériel, le temps nous donne raison. On voit très bien où voulait aller le président de la République. L'opposition ne s'est pas exclue des élections. Bien au contraire, on le voit bien parce que l'exclusion continue et on a, par des mécanismes administratifs, évincé l'opposition. Maintenant, la deuxième chose dont j'aimerais parler, vraiment qui me tient à cœur, avant de répondre à votre question, M. Soulet, oui, j'aimerais évoquer les tueries du 1er et du 2 mai. C'est inadmissible, c'est intolérable. Où en sont les investigations? J'ai entendu, alors il y a quelque chose qui m'a irrité et que j'aimerais partager avec vous. J'ai entendu dire un soi-disant député, enfin, qui a été nommé, hein, parce qu'il n'a pas pu être élu par la population, il a été nommé par le chef de l'État, dire que les personnes qui ont été fusillées, limite le méritaient parce qu'elles étaient droguées et qu'elles allaient prendre la présidence. Nous avons vu les vidéos. À quel moment ces personnes-là allaient à la présidence et comment ont-ils fait pour savoir que ces personnes sont droguées? Y a-t-il eu une autopsie ou y a-t-il eu une prise de sang pour détecter tout ça? Et même quand on est drogué, est-ce que cela justifie d'être fusillé sauvagement, canardé dans son propre pays en plein jour? Voilà. Donc Madame... oui, donc vous voulez dire au fait que ces événements, c'est-à-dire tout ce que l'on sait, en ce sens, c'est-à-dire je veux parler d'un parlement nommé, je veux parler des événements vraiment catastrophiques qui ont vraiment balancé le pays. Donc vous voulez dire que cet arrêté ministériel est pratiquement, il y a un lien. Hein, il y a un lien dans ça, c'est ça? Le corollaire est là, le corollaire est là. L'opposition n'a pas cessé. Et même la population civile, tout le monde, on a alerté. Mais le corollaire est là. On voit très bien le plan de ce gouvernement. Nous nous demandons où il nous emmène aujourd'hui. Donc, maintenant, moi, j'aimerais vraiment vous demander, M. Soulet, qu'on refasse une émission pour parler des tueries qu'il y a eu le 1er, le 2 mai et situer les responsabilités. Parce que ce n'est pas possible. La population béninoise a besoin de comprendre, de retrouver les corps, combien de personnes sont mortes, les familles, qu'est-ce qu'elles deviennent, les enfants de la pauvre dame de Moyo, qui soi-disant étaient drogués, selon les exécutifs. Cette dame, ces enfants, avons-nous besoin de dire à l'État que ces enfants deviennent des pupilles de l'État avant qu'ils le fassent? Donc moi, tout cela me met en rogne aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment évoquer ce sujet pour rebondir ensuite sur l'arrêté. On va revenir, on va revenir sur cet aspect. Je vois que vous êtes vraiment émotionné et je comprends vraiment de votre cœur et c'est vraiment déplorable. On est peut-être plus émotive. Voilà, donc ce qui est normal parce que face à ce désastre et à cette tragédie, vraiment, quelqu'un qui est vraiment humain et ne peut pas rester insensible. Nous allons revenir sur l'aspect juridique et en ce qui concerne vraiment, ça veut dire que
Madame Sonia, mais quel est le but hein, du pouvoir en place d'interdire et vraiment ces actes hein, à des personnalités? Et c'est à quel but? You know, mais c'est à quel but? On peut, parce que pratiquement, si je comprends cet arrêté, c'est que ces personnalités n'ont plus un droit you know, de citoyens. Hein? Ils n'appartiennent plus à une nation qu'on appelle le Bénin, puisqu'ils n'auront plus droit you know, constitutionnellement à aucun droit. C'est-à-dire, c'est un problème. J'aimerais que vous puissiez élaborer you know, sur ça, s'il vous plaît. Madame non. Ah, d'accord. Ben, moi, j'ai largement répondu à mon niveau. C'est normalement Madame Fadikpe qui doit nous éclairer davantage. Parce que être sans acte de naissance, c'est de l'acte de naissance que découle la carte d'identité, n'est-ce pas? C'est de là que découle aussi le passeport. Et si on veut voyager, même si on doit répondre à une invitation judiciaire ou à la juridiction, il nous faut un minimum de papier. On ne peut pas être sans papier dans son propre pays. Exactement. Et Monsieur Soulet, je m'interroge hein, parce qu'en tant que... Non, allez-y, c'est bon. Je suis vraiment... je trouve que c'est une aberration, cet arrêté interministériel. Aberration. Premièrement, on nous parle d'un arrêté portant interdiction de la délivrance des actes administratifs par l'autorité aux personnes recherchées par la justice béninoise. Alors, j'aimerais d'abord décortiquer cet arrêté. Quand vous me parlez de personnes recherchées, une personne recherchée par la police, est-ce que c'est une personne qui est condamnée? Est-ce que cette personne est inculpée? Et la présomption d'innocence. Déjà, cet arrêté viole le principe de la présomption d'innocence. Parce qu'on ne vous a même pas encore entendu, vous pouvez être témoin dans une affaire, il suffit que vous soyez fiché, on ne sait comment, sur quelle base, dans leur liste de données, et vous êtes déjà coupable, vous ne pouvez pas avoir un acte de naissance. C'est extrêmement grave. Maintenant, la deuxième question que cela pose, c'est le droit à la nationalité. Là, c'est clairement une déchéance de la nationalité. Et ça, c'est la violation de tous les principes internationaux, des conventions internationales, comme l'a dit Madame Sonia, de l'article, c'est une violation de l'article 15 du droit de l'homme et des citoyens, donc de la convention, pardon. Donc, en ce sens où restreindre ou déchoir un individu de sa citoyenneté, que recherche l'État en faisant cela? Donc, quand je prends le cas du président Talon, à l'époque, il y avait une affaire qui était pendante en justice, l'affaire de l'empoisonnement. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il a été déchu de sa nationalité? Est-ce qu'il n'a pas pu avoir accès à ces pièces administratives pour concourir et pour devenir président de la République? Et pourquoi aujourd'hui il veut restreindre tous les citoyens, il veut empêcher les citoyens lambda et même ceux qui n'ont pas vocation à avoir des postes présidentiels ou législatifs ou autres, d'accéder à cette nationalité? Et j'aimerais alerter la population entière là-dessus parce qu'on met de côté le côté politique. Vous êtes un simple citoyen béninois. Je prends l'exemple de la diaspora. Vous êtes à la diaspora parce qu'il y a bien la carte consulaire qui a été visée dans cet arrêté. Vous mettez un post sur Facebook parce que visiblement aujourd'hui on vous arrête rien que pour un post sur Facebook qui va contre, enfin qui critique le pouvoir en place. Vous avez besoin de renouveler vos papiers. Vous êtes en France, par exemple, vous n'avez pas la nationalité française, vous n'êtes pas binational. Donc, vous avez besoin de renouveler vos papiers. L'État d'accueil vous demande de fournir des pièces pour renouveler en vous donnant des cartes de 10 ans ou je ne sais pas quelle autre carte. L'administration béninoise va vous opposer
le droit d'avoir votre citoyenneté, de manifester votre capacité qui est intrinsèque d'être béninois. Mais c'est extrêmement grave et cela va poser beaucoup de problèmes sur le plan juridique à l'international et le Bénin risque vraiment d'être poursuivi, enfin d'être condamné par toutes les cours, les instances internationales pour cet arrêté qui pour moi est une absurdité totale. Voilà, merci beaucoup Madame Fatikpe pour cette contribution. Mais pour des raisons de copyright sur YouTube, il y a une vidéo de l'actuel garde de Sceaux qui pratiquement décriait ce que nous sommes en train de décrier. Alors qu'il est pratiquement cette personne qui aujourd'hui est en train d'introduire, qui est pratiquement le point de mire vraiment de cet arrêté. Donc, pour des raisons de copyright, parce que c'est via YouTube, donc nous n'avons pas voulu jouer cette vidéo. Mais vous savez, comme moi, que cette vidéo dit carrément que, voilà, et c'était, je pense, en 2014-2015. 2014-2015, qui stipulait exactement ce qu'il a dit. Il disait que ce n'est pas possible qu'on puisse priver un citoyen, de ces quatre, Donc, et pratiquement, voici ce même ministre qui est en train de dire exactement le contraire de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait soutenu. Et en ce temps-là, nous tous, tout Béninois, tout patriote, l'avait supporté. Et c'est dans ce cas-là que le président Talon, le président actuel, a été rétabli dans ses droits pour être éligible et devenir président. Mais c'est quand même du gravissime dans ce pays. Donc, j'aimerais que Mme Ako puisse vraiment réagir. C'est pourquoi, dans l'entame, je disais, mais quel est le motif derrière cet arrêté ministériel? Mme Ako, vous avez la parole. Oui, c'est une aberration, comme disait Mariette. C'est vraiment une aberration et on se demande où est-ce qu'ils veulent aller. Où est-ce qu'ils veulent aller? C'est incompréhensif. C'est incompréhensif. En tout cas, pour un minimum, quelqu'un qui a un peu de la moelle dans la tête, on se demande, mais où vont-ils? Jusqu'où ils vont aller? On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est-à-dire, moi, j'arrive même pas à opiner là-dessus. Je me dis, mais est-ce que c'est parce que les opposants, dans leur globalité, ont rejeté soi-disant la main, soi-disant tendue du chef de l'État de recommencer toute la procédure pour se mettre en conformité? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont sorti le dernier joker? Personne n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, nous, on ne va pas rester les bras croisés, hein. On va se battre. Et puis, on a commencé à écrire. Et on va écrire à qui de droit, parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est pour ça que j'expliquais à mon mari la dernière fois, c'est-à-dire les gouvernants qui sont là aujourd'hui, ils ont un système d'exploitation qui est dépassé. C'est comme un ordinateur. Ils ont un système d'exploitation qui est dépassé. C'est comme si vous travaillez sur Windows 7 alors qu'on est à Windows 10. Donc, ils sont déjà à Windows 11. Non, ils sont dépassés. Non, ils sont sérieusement dépassés parce qu'ils utilisent les mêmes méthodes qu'il y a 20 ans. Or, ces méthodes ne marchent plus. On est en 2019. On est au 21e siècle où l'information va à une vitesse de croisière. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pense que le Bénin, c'est un tout petit pays isolé, personne ne va s'intéresser au Bénin. Non, on est interconnectés, interactifs aujourd'hui, tous les pays. C'est pour ça que je dis, même si les Béninois restent les bras croisés, c'est peut-être le Nigérien qui viendra débattre, qui viendra défendre les intérêts du Bénin, parce qu'on est interconnectés. Parce que on est dans un village planétaire. Et ça, nos dirigeants actuels ne comprennent pas ça. Ils sont pas. Donc, il faut qu'ils se update. C'est-à-dire, il faut qu'ils se mettent à jour de leur système d'exploitation. Parce que ils sont vraiment hors réseau et il faut trouver quelqu'un pour faire des
mises à jour et pratiquer des mises à jour. Parce qu'ils utilisent les méthodes d'il y a 20 ans et qui ne marchent plus aujourd'hui. Ce qui est sûr, nous, on va se battre et on a commencé à travailler. Et voilà, donc on fera ce qui est en notre pouvoir pour nous défendre parce qu'on ne va pas, on va pas laisser passer ça. Et d'ici quelques jours, vous verrez les réponses automatiquement. Sonia, Madame Sonia, toujours égale à elle-même, toujours poignante et vraiment, nous sommes vraiment fiers vraiment de votre approche par rapport à ce combat. Alors, nous allons nous tourner vers la juriste qui a répondu présente à l'appel de Macron dans une dynamique vraiment de New Deal, comme on le dit, surtout avec les Africains, les Franco-Africains, et pour vraiment éradiquer la France-Afrique. Mais avant d'arriver sur ce point, j'aimerais tout de suite dire, mais nous sommes dans un État au Bénin, dans un État démocratique. Il y a ce que nous appelons la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas pratiquement une violation de ce principe sacro-saint de séparation de pouvoir? Parce que là, nous sommes dans le judiciaire. Maintenant, l'administration prend un arrêté que vraiment les juges ne peuvent pas exécuter. Mais c'est quand même, on est où là? Comme le dit les Ivoiriens. Madame Fadikwe, vous avez la parole. Alors, vous m'ôtez les mots de la bouche. Justement, j'allais parler du principe de la séparation des pouvoirs. Vous savez, comme je le disais en prélude au début de cette émission, l'arrêté, parce que j'ai bien lu, j'ai bien rigolé quand j'ai lu cet arrêté, parce que c'est marqué, enfin c'est ce qu'ils ont mis dans leur arrêté, qu'il a été pris dans l'intérêt de la justice. Ça, c'est énorme et j'aimerais vraiment demander au président de la République comment dirais-je, que les ministres tout de suite, de leur demander leur démission, les deux ministres qui ont pris cet arrêté-là. Parce que c'est inadmissible, c'est une violation du principe de la séparation des pouvoirs, comme vous le dites. Comment est-ce que c'est l'exécutif qui va garantir la justice alors que ces trois pouvoirs sont censés être séparés? Donc, vous voyez clairement que ces pouvoirs ne sont plus séparés au Bénin, qu'il n'y a plus de démocratie, qu'il n'y a plus de pouvoir exécutif séparé du pouvoir judiciaire, la justice n'est plus libre, et que le Parlement, bon, on sait très bien qui sont ceux qui sont installés aujourd'hui au Parlement. Donc, moi, ce qui me peine aujourd'hui, c'est que ce pouvoir s'entremêle les pinceaux et finit par se démasquer, se révéler tout seul. C'est ça. Le mot révéler, c'est ça, il se révèle tout seul. Parce que autant d'incongruités alignées, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est de l'amateurisme, si c'est fait à dessein ou pas. Mais moi, le but, je pense comprendre, hein, je peux me tromper, mais pour moi, il y a deux buts recherchés dans cette affaire. C'est ça. Le premier, c'est l'intimidation. C'est une psychose qu'on veut installer pour dire à la population, taisez-vous, laissez-nous faire ce que nous voulons faire et ne vous plaignez pas. La liberté d'expression n'existe plus au Bénin. C'est ça. Je discute souvent avec ces gens d'en face. Je leur dis, mais si le président Talon est le président providentiel que vous nous dites qu'il est, pourquoi a-t-il besoin de faire autant de pression, de terroriser, de terroriser et comment dirais-je, de restreindre la liberté d'expression? Un président qui est compétent, qui mène de bonnes actions, ça se voit, la population suit. Vous avez vu, on a eu des présidents dans l'histoire. Donc, on n'a pas besoin de terroriser un peuple. Quand on est bon, on n'a pas besoin d'user de la peur pour que les populations nous suivent. Maintenant, le second, pour moi, but, c'est vraiment d'évincer tous les leaders politiques. Et je dis bien, le but, c'est d'évincer tous les leaders politiques de la course des élections présidentielles, clairement, 2021. Pourquoi? Quand vous prenez le cas de tous les leaders qui sont en exil aujourd'hui, mais vous voyez très bien
qui sont tous fichés sur la fameuse liste. Donc, ils peuvent même plus demander un acte de naissance. Comment est-ce qu'ils vont constituer leur dossier pour éventuellement être candidats aux élections prochaines? Et aussi, j'aimerais prendre un cas spécifique parce que ça me tient à cœur et c'est là que vous verrez vraiment que le plan qui a été déroulé. Je prends le cas du président d'honneur de l'USL, M. Sébastien Diavon. Il y a eu plusieurs principes de droit qui ont été violés dans cette affaire. Et même le fait qu'il soit affiché aujourd'hui sur cette liste des personnes recherchées est une violation parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a intimé l'ordre au Bénin de cesser et a fait injonction à l'État béninois d'annuler la décision qui a été prise et d'effacer tous les effets de cette décision dans un délai de 6 mois. Et pourquoi ils se retrouvent encore fichés? C'est ça. C'est la question que je me pose. Donc là, il y aura encore des démêlés avec la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et qui c'est qui va payer les amendes? Ça va être l'État béninois. Donc, il faut faire très attention avec la manipulation qu'on fait du droit. Le Bénin a bien ratifié la convention la convention africaine des droits de l'homme. Et ils ont bien ratifié en tant qu'État libre. Et voilà qu'aujourd'hui, ils ne respectent pas ces décisions-là. C'est une violation grave qui est en proie à des poursuites et à des amendes ou à des sanctions. Donc, alors, Madame Akpo, merci beaucoup à Madame Faribert. Nous allons revenir sur l'aspect, surtout en ce qui concerne ce forum avec Macron. Mais rapidement, avant que cela ne m'échappe, ça veut dire, parce que dans cet arrêté, et ce que je ne voulais pas oublier, c'est un peu, on peut dire que c'est aussi un affront à la diaspora, dans la mesure où on interdit même à ces personnalités de ne pas avoir même, comment dirais-je, la carte consulaire. Mais c'est extrêmement grave. Donc, mais ça veut dire, d'abord, nous avons vu, comment dirais-je, l'arrestation arbitraire d'un combattant de la diaspora. Je veux nommer notre frère Kovi, qui a aujourd'hui, bien sûr qu'il est à l'extérieur du pays, mais on a manigancé pour qu'il soit arrêté hors du pays. Et aujourd'hui, voilà encore un autre affront où on dit que même ces personnalités ne vont pas bénéficier d'une carte consulaire. Alors, Madame Akpo, réagissez vraiment très rapidement sur cet aspect quand même, parce que nous connaissons votre lutte au niveau de la diaspora. Mais comment vous allez réagir par rapport à ça? Moi, je pense que moi, j'observe. Hein. Avant de parler, j'observe, je regarde et je réfléchis avant de parler. Ceux qui se réveillent aujourd'hui et qui sont dans l'étonnement, en fait, c'est parce qu'ils ont dormi pendant 3 ans. Nous, on est allé au front depuis 2017 qu'on a commencé à dénoncer. Depuis 2017, on a commencé à comprendre. Parce que ce n'est que l'aboutissement. Vous savez, ce n'est que l'aboutissement de tout un processus que le gouvernement en place a mis en place. Et ce n'est que, ils sont en train d'avancer et puis ils nous sortent chaque jour une carte. Et là, c'est le joker. C'est le joker, c'est le summum de la médiocrité. Parce que, excuse-moi, parce que c'est quoi ça là? C'est quoi? C'est quoi ça? Ils veulent arriver, où est-ce qu'ils veulent en arriver concrètement? Notre frère Richard Auroux, on a dû lui dire non, ne viens pas. À l'enterrement de sa propre mère, on lui dit, ne viens pas, ton nom est à l'aéroport. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Il faut qu'on arrête. Et ce n'est pas ce n'est pas en faisant peur ou en nous faisant des gros yeux qu'on va arrêter le combat. Nous, on va continuer le combat. Et tant qu'il y aura de l'injustice, et tant qu'il y aura, de frustration, il y aura des brimades de ce genre,
on va toujours se battre jusqu'au bout pour arriver là où on va arriver. Parce que à un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Il faut vraiment qu'on arrête. Parce que gérer un État, gérer une république, c'est pas gérer une épicerie. Ce n'est pas une épicerie. Le Bénin n'est pas une épicerie. Je suis désolée de dire ça parce qu'ils gèrent le pays comme une épicerie. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est une république qui est régie par des lois et il faut respecter les institutions. C'est une république qui est régie par les lois. Et c'est un État démocratique. Mais alors, Madame Fadibé, voilà, et Madame Akou a planté le décor. Elle a martelé avec véhémence que c'est un État démocratique et qui est régi par des lois. Donc, mais comment aujourd'hui l'administration et la justice, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un clash quand on sait que aujourd'hui, il y a quelques jours, le ministre, le parti de Golou a apporté face à le parti social-démocrate de Grégbé à Moussouno. Et aujourd'hui, dans une démarche bancale, l'encore ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, se rebelle à cette décision. Est-ce que nous sommes en train d'arriver, de venir vers un clash entre l'administration, entre l'exécutif et le judiciaire? Vous avez la parole en tant que juriste. Alors, en tant que juriste, je vais pas vous rassurer du tout, parce que tous les recours que vous les ferez où? Elles finiront à la Cour constitutionnelle. Et c'est qui le président de la Cour constitutionnelle? Donc, moi, je ne vois pas d'issue. Mais rappelez-nous le nom du président de la Cour constitutionnelle. Monsieur Togbenou Joseph, qui est l'avocat du président Patrice Talon, président de la République. Donc, la confusion des gens, ça fait que vous ne pouvez pas aboutir. Le pays est pris en otage d'un point de vue juridique. Il y a un arsenal juridique qui a été mis en place pour empêcher les populations d'avoir une justice libre et équitable. Je vous le dis honnêtement. Maintenant, la seule issue qu'on ait, c'est la fronde populaire. Il faut que la population se réveille, parce que ce qui se passe aujourd'hui est qu'elle s'insurge et qu'elle montre son mécontentement par rapport à cette situation-là. Comme le disait Sonia, nous, on mène des combats ici, mais il faut que la population prenne conscience que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de Sonia ou de Mariette qui n'a rien à faire chez elle, qui bouge. Non, mais c'est vraiment tout le peuple béninois qui est pris en otage par un arsenal juridique. Vous avez beau tourner, vous reviendrez à la Cour constitutionnelle. C'est ça. C'est qui va prendre la décision, c'est M. Jacques Benou. Ça ne sert à rien. Donc, ce que moi... C'est un étau. Voilà, un étau. Aujourd'hui, le Parlement, il y a qui au Parlement? Il y a des marionnettes du président Talon au Parlement. C'est ce Parlement-là qui va voter, qui va nommer les présidents des grandes institutions. Que ce soit la HAC, que ce soit, comment dirais-je, la Cour suprême. Oui, la Cour suprême, la Cour de juridiction. Vous voulez aller où? Ils vont nommer qui? Ils ne vont pas nommer des opposants. Donc, réveillez-vous, quoi. Ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Et on utilise la loi. C'est ça que moi, je trouve vraiment choquant. Et je ne comprends pas pourquoi on veut piéger un peuple, tout un peuple, en faisant ça. Quelqu'un que peut-être c'est de cette manière. C'est-à-dire, c'est sous cette baïonnette, rupture, talon, et que nommons Séverin, tout cela, tout ce clan-là, c'est cette manière qu'il faut pour nous bâillonner pour avoir peut-être le résultat. Est-ce que c'est ça? On peut dire que c'est ça, ça dit totalement. Mais totalement. Déjà, on veut évincer tout le monde de la course aux élections.
Bientôt, on va nous trouver encore un certificat de conformité, je ne sais quoi. Mais vous ne pouvez pas, ce pouvoir-là, ils veulent rester. Bientôt, on va nous parler de la révision de la Constitution. À ce niveau-là, il y a quelqu'un, j'ai lu tout de suite en zapping, Seydou, hein, je pense qu'il doit être un député, non? Qui est déjà en train d'annoncer, il plante ce qu'on appelle le décor. Je sais pas, pour moi, ces gens-là ne sont pas des députés, c'est des usurpateurs de fonctions qui ont été, ils répondront parce qu'ils ont pris, non, ils ont volé au peuple le droit de voter librement, de choisir ses représentants. Attendez, c'est aberrant ce qui se passe, ça sort de l'entendement. Qu'est-ce qu'on appelle un député? Le Parlement, c'est quoi? C'est là où siègent les représentants d'un peuple. Et vous dites au peuple, vous n'allez pas choisir vos représentants, on va les nommer. C'est une aberration. C'est une aberration, Madame Fadigbe. Vous avez raison. Vous avez parlé, vous avez évoqué le cas de Sébastien Adjavon. Mais est-ce que ce n'est pas la même stratégie qui semble s'appliquer à Yahi Boni? Vous avez la parole, vous les deux. Oui, mais c'est la même stratégie quand vous prenez le cas même de Lionel Zinsou. Yahi Boni aujourd'hui, le pauvre, il est très malade. Il ne peut plus, voilà, physiquement, il est diminué à cause de cette histoire. Mais pourquoi on est obligé d'en arriver là? Le côté humain a même été occulté. Il n'y a plus d'humanité. Et un ancien chef de l'État, on le traite comme ça. Mais dans quel pays vous allez voir ça? Madame Mako, réagissez rapidement par rapport au cas de Yahi Boni. Est-ce que, de façon indirecte, tacite, est-ce que ce n'est pas Yahi Boni peut être dans ses personnalités politico-administratives visées par cet arrêté? Non, moi je pense qu'ils sont dans leur logique. Faut pas se tromper. Ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique d'évincer tout le monde. Mais moi, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour vous faire remarquer ceci. Faites attention parce que je respecte ce que dit Mariette, mais faites attention à ce que vous dites quand vous dites au peuple de se réveiller. Parce que dans ma parenthèse, je voudrais dire ceci. Voici donc un peuple à qui on a tout arraché. En janvier 2017, ça y est, on a déguerpi les gens sauvagement, sans recenser, sans une indemnisation, sans rien, sans aucune assistance. On enchaîne avec les tasses. On licencie les gens sans arrière-pensée et on vire tout le monde et tout ça. Jusque-là, le peuple n'a rien dit. Je vous fais remarquer que jusque-là, le peuple n'a rien dit. Et vous allez remarquer que depuis qu'on a volé le vote au peuple béninois, oui, il s'est levé, il s'est mis debout. Ce n'est qu'une question de temps. C'est ça. Ce n'est qu'une question de temps. C'est un peuple mûr et je voudrais ici encore leur témoigner toute ma reconnaissance que c'est un peuple mûr. S'ils ne font pas les choses comme dans les autres pays, c'est parce qu'ils prennent le temps de faire les choses. Il va vous étonner encore une fois le Bénin. Vous allez voir, on l'a réussi en 2008 en 88 et 89, on va le refaire. Ne vous inquiétez pas. Le Bénin étonne toujours. Rebondir sur ce que je veux dire, Sonia, si vous permettez. J'ai peut-être pas été assez claire quand je disais que dans quel pays on allait voir ça. Je ne parlais pas du peuple parce que le peuple, justement, en manifestant, en manifestant son mécontentement, en n'allant pas voter le 28 avril, a montré qu'il était mûr et qu'il comprenait les enjeux, qu'il savait ce qui se passait et qu'il ne voulait pas de ce pouvoir. Donc, c'est maintenant au pouvoir en place d'avoir cette maturité, cette intelligence, de se remettre en question, de corriger rapidement le tir. Parce que comme le dit Sonia, effectivement, ce n'est qu'une question de temps. Absolument, c'est une question de temps. Je pense que les deux idées, les deux réponses se rejoignent. Et donc, je pense que le peuple béninois
a entendu vos cris et à l'entame, je parlais de votre participation à l'appel de Macron. Mais est-ce que cela, par exemple, quand Macron est en train de dire, bon, voilà, il y a les Franco-Africains et qui sont au fait témoins des grands bouleversements dans l'Occident. Donc, ces Africains, Français, peuvent titiller aujourd'hui la politique africaine en ce qui concerne l'Occident. Est-ce que pendant cette participation, vous avez pu adresser ce problème? Parce que le problème est que quelle que soit la volonté de nous au niveau de la diaspora, de ce métissage, de ce brassage, mais si la condition n'est pas claire, s'il y a violation, piétinement, fracassement de la démocratie comme c'est le cas au Bénin, mais comment on peut titiller, articuler cette nouvelle donne? Donc, il faut nécessairement que nous puissions adresser, nous qui sommes au niveau de la diaspora, adresser cette problématique. Tout sera bien, tout sera conçu, mais si ça tombe dans un environnement où on dénie le droit de la carte d'identité, le droit du renouvellement du passeport, etc., à des citoyens, comment le développement peut être? Donc, je vous invite à réagir. Je donne la parole à Mme Fatik. Alors, pour expliquer un peu notre participation à l'appel du président Macron, vous savez très bien, enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait également le président du Ghana qui était présent. Ce n'était pas le président Alassane Ouattara ou ce n'était pas le président Patrice Talon qui était là. Sinon, nous serions jamais, nous n'allions jamais nous y rendre. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai que les intérêts de la France sont en Afrique, mais je trouve que c'est un bon début parce qu'aujourd'hui, le président Macron veut mettre au cœur du débat, au cœur des échanges et au cœur des négociations, la diaspora. Il a bien compris, enfin, ils ont bien compris que les chefs d'État qui sont des dictateurs en Afrique aujourd'hui n'apportent rien à l'Afrique et du coup, ça crée une politique migratoire qui est là, ça crée un flux migratoire. Voilà le Bénin encore qui est maintenant en train de déchoir ces populations de leur nationalité. Ça aussi, c'est un flux migratoire grave qui va s'en dégager. Et donc, ce flux migratoire qui est en train d'être créé, ben, ils ont compris que s'ils ne mettent pas en place des projets viables, des négociations en prenant l'avis de la diaspora, de cette diaspora que nous sommes, qui se bat à cette rencontre, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des artistes, il y avait beaucoup de gens. Donc, vous voyez que c'est des personnes qui, quand même, se bougent, qui apportent quand même une certaine opulence ou bien qui apportent leur pierre à l'édifice ici en France ou partout dans la diaspora. Donc, ils ont compris qu'il fallait négocier directement avec ces Africains-là plutôt que de rester à discuter avec des chefs d'État qui sont des dictateurs et toutes les aides aux projets, au développement qui sont octroyées à l'Afrique, mais on ne sait pas où ça va, dans leur poche. Donc, aujourd'hui, la diaspora aura l'opportunité de proposer des projets clairs, des auto-entrepreneurs. Il y aura un allègement des taxes, des politiques, par exemple, de taxes douanières. C'est un travail qu'on a commencé à faire et à juste titre, j'aimerais vraiment saluer ce début on peut dire un commencement, hein, parce qu'on n'a pas encore commencé ces travaux, mais quand même, cette idée que le président Macron a eue, c'est pour ça que moi, Mariette et d'autres, nous avons répondu présent à son appel. Absolument. Madame Akpo, s'il vous plaît. Oui. Réagissez par rapport à ce forum. Oui, ce forum, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Moi, ça fait 10 ans que je mène cette réflexion toute seule dans mon canapé, dans mon confort, comme j'ai l'habitude de le dire.
la politique européenne, c'est-à-dire la politique de l'Union européenne aujourd'hui, c'est d'arrêter les flux migratoires. Donc, comment trouver des solutions? C'est ça le début, la substance de ce forum. Comment arrêter ce flux? Vous allez arrêter en développant là-bas. Parce que moi, Sonia, demain, si j'ai le même job chez moi, à payer à 1 000 euros, je préfère partir là-bas que de gagner 3 000 euros ici. Forcément. Parce que ont compris que pour arrêter le flux migratoire vers la zone européenne, c'est de commencer à réfléchir et comment développer, pas de petits projets dans un premier temps, voilà, développer. Mais moi, je pense très sincèrement que c'est l'industrialisation. Ce n'est pas seulement développer des projets, confier de l'argent à tel ou tel, c'est industrialiser l'Afrique. Vous industrialisez l'Afrique comme ça se fait déjà au Maroc ou en Tunisie. Si on peut monter des voitures, par exemple, au Bénin, si le Bénin était démocratiquement libre et bien, on peut monter des voitures là-bas au lieu de les importer d'ici. Le président Ouad avait proposé cela dans sa vision, c'est vrai? Oui, donc voilà, c'est des idées pêle-mêle comme ça et je pense que c'est déjà un très bon début et ils ont mis du temps à comprendre, mais plus ça va aller et plus la diaspora, comme dit Mariette, plus la diaspora, parce que c'est nous qui pouvons leur apporter de quoi l'Afrique a besoin surtout. Nous qui avons un peu des deux côtés, qui savons exactement de quoi l'Afrique a besoin. Donc, travailler avec les membres de la diaspora, c'est une meilleure idée que de travailler avec nos dirigeants. Voilà. Je suis parfaitement d'accord et nous sommes en train de conclure cette première partie. Je suis parfaitement d'accord, mais je suis un peu sur ma faim parce que ce New Deal qui a commencé, en particulier avec la France, mais c'est que, si on assiste à ce que nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire implémenter cette idée et commencer cela, est-ce que cela peut être implémenté? Je prends l'exemple du Bénin. Le Ghana, il n'y a pas de problème, mais je prends l'exemple du Bénin où, comme l'a dit, comment dirais-je, le milliardaire Mo Ibrahim, qui dit que ce n'est pas possible. Mais le président qui ne comprend pas le président Talon, qui est, voilà, et comment dirais-je, un homme d'affaires sophistiqué, mais qui, à sa prise de pouvoir, c'est qu'il le méconnaît, qu'il devient un dictateur, sinon il est un dictateur et qui est en train d'affamer et de martyriser son peuple. Ouais, donc, dans ce contexte, la vision de New Deal que Macron ou l'Occident, ils sont en train d'avoir par rapport à l'Afrique, comment on peut concevoir cela? C'est ça le problème. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas porter cette problématique au cœur de ce débat avant de vouloir avoir, cette nouvelle vision? Toute ma question, elle est là, parce que tout ce que nous allons faire, ça tombe dans les mains d'un dictateur qui viole les principes sacro-saints pour vraiment promouvoir ce développement. C'est ça, moi, mon problème. Vous avez la parole, une minute, pour qu'on puisse passer à la seconde partie de cette émission. Je laisse le soin à Mariette. Parce que... Alors, oui, tout à fait. Ce que vous dites, justement, j'ai la même réflexion que vous. Et comme je dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en travaillant qu'on va rectifier le tir, qu'on va trouver des solutions. On va y arriver parce que ce n'est pas en restant dans son canapé en disant la France a pris qu'on nous pille tout, on nous fait tout. Oui, mais vos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Les premiers à plomber l'Afrique, c'est les dirigeants africains. Regardez le Ghana aujourd'hui. Donc,
le vrai problème que l'Afrique a, c'est les dirigeants africains. Moi, je vous le dis sans tabou. Maintenant, cette diaspora qui est dynamique, qui déjà a au moins cette facilité d'être en contact avec l'Europe, avec les autres dirigeants, parce que quand tu es au Bénin, aujourd'hui, même tu peux même plus t'exprimer. Donc, tu n'as pas la liberté de faire certaines choses, mais au moins nous avons cette liberté ici. C'est justement fédérer nos forces, travailler ensemble pour faire des propositions une fois de plus, parce qu'il y a eu un conseil, il y a le Conseil de l'Afrique auprès du président Macron, qui est une structure qui est dirigée par un Béninois, Wilfried Laureano Dorrego. Voilà, exactement. Et donc, c'est avec cette structure-là que nous allons travailler, faire des propositions. Et justement, je verrai avec Sonia comment l'intégrer à ce projet si elle veut bien. Donc, c'est vraiment comme ça, en faisant des propositions, parce qu'on ne peut pas compter sur nos chefs d'État. C'est impossible. Donc, je comprends vos préoccupations. Elles sont les mêmes, elles sont les miennes. Mais il faut bien qu'on commence quelque part. Et je pense que la diaspora est assez mature, est assez motivée pour faire le good deal, comme vous le dites, et pas continuer à faire des deals pour des intérêts personnels, comme le font nos dirigeants. Merci beaucoup. Madame Akpo. Non, tout est dit, hein, tout est dit par Mariette. Et moi, je pense que le monde a un code. Le monde a un code et petit à petit, on va vers l'extermination des dictateurs. Même les apprentis sorciers qu'on a chez nous, là, bientôt, tout ça, c'est des espèces qui vont partir. Parce que le monde, c'est-à-dire le code du monde, ça va le faire tout seul. Et sans rien faire, ça va le faire. Parce que je ne pense pas que les Européens vont investir ou bien monter tout un deal, monter tout un projet et les laisser dans les mains des dictateurs. Je ne pense pas. Et eux, ils prennent toujours des garde-fous. Hein. Il n'y a que nous, les Africains, qui investissons sans tenir compte du taux de rentabilité ou bien du taux de retour sur investissement. Donc, voilà. Moi, je ne pense pas que d'ici là, les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer parce que, par exemple, en 2011, qui s'attendait au printemps arabe? Personne ne s'attendait à cela. Et petit à petit, ça va avancer. Les choses, petit à petit, ils vont tous être éliminés, je pense. Moi, je vis beaucoup plus dans cet espoir. Donc, on va pas couper l'élan du good deal et en disant que ça va tomber. Non, d'ici là, que le projet soit monté, que financé, d'ici là, nos apprentis sorciers seraient déjà loin. L'oiseau fait son nid, comme on le dit. Donc, je vois deux dames amazones très optimistes, bagarreuses, et vraiment, je pense que c'est cela que nous voulons. C'est cet exemple d'Amazone, de femmes que le Bénin a besoin pour vraiment le rétablissement et l'état de droit. Donc, nous passons à la seconde partie pour dire, alors, mes chers invités, voilà, nous n'entendons plus parler d'une certaine Madame Bédro et d'une certaine Madame Zanou, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes la relève? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes cette génération numérique? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes cette génération cyber? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on vous a vu. On vous a vu, à l'œuvre. On vous a vu, on a vu vos coups de gueule. Et nous savons tout ce que vous faites chaque jour. Et si je peux dire surtout à Madame Akpo, si elle peut me passer sa vitesse de taper dans les forums, vraiment je serai vraiment très, très, très séduit. Et notre juriste, si elle peut me dire ce talent, cette façon d'écrire si liminaire et si poignant, vraiment je serai comblé. Cela veut dire que vous êtes au centre de ce débat, de cette nouvelle génération. Alors, quel sera le rôle et quel doit être le rôle de la femme béninoise
dans le rétablissement de nos acquis démocratiques et l'instauration vraiment d'un état de droit définitif au Bénin. Madame la juriste, Madame Fadibé, vous avez la parole. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler cette chose, c'est vraiment que la femme est au cœur du développement. Ça, je le dis, je le martèle, la femme est au cœur du développement, en ce sens où c'est la mère du foyer, c'est elle qui apporte l'éducation aux enfants, et même aux maris. Il y a des femmes qui éduquent leur mari. Donc, tout part de l'éducation. Il faut que la femme comprenne son importance au sein du développement déjà. Et également, il ne faut pas que les femmes se disent la politique, c'est un domaine réservé aux hommes. Mais on a vu comment ils ont géré, excusez-moi, Monsieur Soulet, mais on a vu que les femmes n'allant pas en politique, mais est-ce qu'on a évolué en 30 ans? Il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc, il faut que les femmes continuent, parce que les femmes sont courageuses. Et tout le monde, même les hommes, le reconnaissent. Donc, il faut qu'elles prennent ce courage-là. Elles sont encore dans l'ombre, mais il faut qu'elles se dévoilent. Moi, j'aurais jamais cru, avant l'avènement de la session de M. Patrice Talon au pouvoir, entrer en politique. Ça m'est tombé dessus, parce que j'ai commencé à dénoncer, déjà en tant que juriste, ces lois iniques qui ont été prises, parce que on fait quand même des projections. Quand on est juriste, on essaie d'analyser les conséquences. Et on le voyait. Pour nous, c'était vraiment scandaleux, les dispositions qui sont prises. Donc, il faut qu'elles aient le courage. Elles le font déjà dans l'ombre, mais il ne faut pas qu'elles aient peur. Elles sont fortes. Et moi, je crois que de plus en plus, elles nous rejoindront. Par exemple, à l'USL, nous avons des femmes qui sont présidentes de coordination. Nous en avons beaucoup et c'est comme ça qu'on va avancer. Mais je ne leur jette pas la pierre parce que je vois que c'est des femmes battantes qui, au quotidien, apportent le pain à leur famille, qui se battent nos mamans au marché. Elles sont toujours aussi combatives. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver et qu'elle continue sur cette lancée-là. Madame Akpo. Merci. Vous avez évoqué des grands noms, des noms importants dans l'évolution de notre pays, dans l'histoire de notre pays. Il y a Madame Marie-Élise Bédot, il y a Madame Célestine Zanou. Non, on ne peut pas dire qu'elles ont disparu de la sphère politique. Non, elles nous ont montré le chemin. Moi, je considère comme ça. Je peux me tromper. Elles nous ont montré le chemin. Et aujourd'hui, ce sont des personnes ressources. Je passe pas à l'occasion pour leur dire un grand bonjour, un grand coucou, parce que c'est des personnes références et qu'on peut tout le temps consulter, qui apportent encore des conseils en background dans la stratégie, dans comment il faut développer et tout ça. Donc, je pense que c'est des personnes ressources dans l'histoire de notre pays. Ceci dit, la femme, c'est le socle même de la société. C'est le socle même de la société. À savoir, comme elle vient de dire, Mariette, c'est elle qui est à la base de l'éducation. Que ce soit garçon ou fille, c'est la maman qui éduque tout le monde. C'est ça. Et quand les enfants sont bien éduqués, nous pouvons espérer avoir de bonnes personnes. Donc, si on a des adultes un peu tordus, ça veut dire que quelque part, il y a eu une faute dans son éducation. Moi, je le dis tel que je le pense, très sincèrement, parce que ils ont une grande responsabilité. La femme, déjà dans la société européenne, et plus particulièrement dans la société africaine, elles ont une grande responsabilité dans l'éducation des enfants. Et c'est eux qui font des adultes bandits, et c'est elles, pardon, qui font des adultes bandits et des adultes, pour utiliser un mot terre à terre, ou des adultes intelligents ou des adultes réservés, honnêtes, structurés et tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si on t'a bien éduqué dans ton enfance à ne pas tricher, ne serait-ce que ça, tu as un devoir, une composition en classe, et on ne t'a pas appris
l'esprit, c'est-à-dire dans ton éducation ne te permet pas de tricher à l'école. Tu ne peux pas organiser des élections d'exclusion avec une exclusion totale parce que c'est une tricherie. C'est une pure tricherie. C'est une tricherie. Et donc, quand tu as une très bonne éducation de base, attention, à un moment donné, parce que c'est monsieur que je vois gouverner notre pays, ne porte pas de barbe comme mon mari. Donc, tous les matins, il se rase donc, devant une glace. Mais tu ne peux pas faire ça et aller te raser et te voir dans la glace le matin, chers amis. Donc, moi, je dis, le rôle de la femme, elle est très, très importante. Et il faut que les femmes aujourd'hui reprennent encore leur rôle à bras le corps et reprennent. Parce que même ceux qui ont des enfants qui sont déjà grands, il faut qu'ils reprennent conscience que c'est eux qui forment les adultes de demain. Donc, elles ont tout un rôle à jouer dans la société. Et donc, de reprendre conscience et d'être au cœur de la société. Nous, femmes, je ne peux pas dire qu'il n'y a que nous deux, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans la sphère politique. Je peux citer par exemple Julia Akmaki, je ne me rappelle plus très bien de son nom, c'est une jeune étudiante qui écrit bien et qui est au combat, et elle est au front, par exemple. Donc, il y a beaucoup de femmes sur le terrain. Il y a des Amazones qui font des audios. Moi, je suis toujours heureuse de les écouter. Donc, elles font un travail formidable. Donc, aujourd'hui, tout mon conseil, c'est de leur dire de ne pas lâcher l'affaire parce que c'est à elles de rétablir notre état de droit. C'est à elles d'aider dans les hameaux, de dire, mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Et c'est à elles de s'occuper non seulement de l'éducation des enfants, mais aussi de l'éducation du peuple. Donc, de l'éducation populaire, comme je l'appelle. Quand j'en parlais, quelqu'un me dit, mais oui, toi, l'éducation te préoccupe beaucoup. Je dis, oui, c'est la base de tout. Quand on t'a éduqué, on t'a appris qu'à voler, c'est comme la mafia. C'est-à-dire, quand tu as appris qu'à dealer, qu'à gagner de l'argent en dealant, mais tu fais que ça toute ta vie. Tu ne sais pas faire autre chose. C'est ça. Quand tu as appris qu'à tirer, tu ne fais que ça. Donc, si on te donne une bonne éducation en t'apprenant l'honnêteté, en t'apprenant, non, ça là, ça ne se fait pas. C'est les lois. Il y a même la loi de Moïse le dit dans la Bible. C'est ces mêmes lois qui sont déclinées dans les constitutions. C'est ces mêmes lois qui sont déclinées dans les constitutions. Donc, quand tu respectes ces 10 commandements déjà qui sont déclinés et détaillés dans la constitution, mais purée, tu es droit. En tout cas, même si tu n'es pas complètement comme I, tu as quand même 80% d'honnêteté en toi. Donc voilà. Nos mamans, elles sont tout. Elles sont nos femmes, elles sont nos sœurs, elles sont nos génitrices. Et comme l'a dit chacun de vous, c'est extrêmement important, le rôle de la femme. Et c'est pratiquement, vous êtes des monuments, hein, et comme le dit le président Yahya Boni, et vous êtes toutes belles toujours. Donc, je pense que ce que nous avons abordé de long en large, et ce que je veux dire par rapport, je veux ajouter par rapport au rôle de la femme, c'est-à-dire, est-ce que ça ne sera pas une bonne idée de voir les femmes au front. Nous avons vu Wangwa Thérèse, avec qui j'ai marché d'ailleurs durant ces années chaudes. Et donc, nous avons vu le combat de Wangwa Thérèse. Et aujourd'hui, elle continue le combat. Et maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, parce que, qu'on le veuille ou pas, ce struggle face au pouvoir talon, et je ne veux pas dire que, bon, les hommes ont échoué, pas du tout. Mais est-ce qu'une stratégie où, comment dirais-je, Madame Fadikbe, Madame Akpo, peuvent vraiment rester devant, dans une logique où, vous vous rappelez au Togo, pour marcher, nous avons vu des femmes marcher nues. Et ça, c'est des traditions.
Est-ce que vous voyez? C'est des traditions, donc, de nos ancêtres. Et comme on le dit, peut-être en fond, nous venons, vous voyez? Donc, et ça peut aussi créer quelque chose, je ne sais pas. Bon, mon point ici, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que, avec cette situation, est-ce qu'il ne faut pas laisser les femmes, devant, et pour le combat, frontal et pour le combat politique, dialogue, etc. Est-ce que on peut vraiment oser cela? Parce que, tout le temps, bon, c'est les hommes qui sont devant la scène. Donc, moi, je ne sais pas. Parce que, sincèrement, avec ce qui se passe au Bénin, vraiment, on pense beaucoup. Vous avez la parole. Et Madame Fariga. Alors, moi, je pense que sur ce combat-là, nous avons besoin de tout le monde. C'est vrai, nous avons besoin des femmes. Mais les femmes ont besoin des hommes aussi, des hommes forts à leur côté, pour les soutenir. Et elles sont fortes également. Donc, l'homme et la femme sont complémentaires. Donc, je ne vais pas rentrer dans le féminisme en disant qu'il faut systématiquement 100% des femmes. Non. Les femmes, c'est vrai, il y en a moins, mais elles commencent à se dévoiler, comme je disais. Et Sonia vous le dira, il y a des actions que nous menons de façon isolée ou ensemble, mais qu'on ne médiatise pas forcément tout le temps, parce que c'est un combat de longue haleine, mais il y a beaucoup de femmes avec qui nous menons ces actions-là. Donc, effectivement, les femmes sont là, elles sont présentes, elles sont fortes, mais les hommes, il faut aussi que ces hommes nous soutiennent parce qu'on a besoin de vous également pour avancer. Non, mais avant de laisser la parole à Madame Ako, pourquoi je le dis? Parce que, par exemple, vous avez sur les réseaux sociaux fait un coup de gueule. C'est comme ça que vraiment j'ai vu ce talent, j'ai vu ce dynamisme et vraiment cette intelligence. Donc, et qui nous a motivés. Donc, c'est dans ce sens que je dis, bon, ça peut être une autre stratégie. Regardez, par exemple, j'ai discuté avec des congressmen, j'étais à Minnesota, vous connaissez la congressman Oma, qui, au fait, est une Somalienne. Donc aujourd'hui, elle fait une lutte vraiment de taille. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Donc, et c'est pour dire que reconnaître vraiment, si une stratégie, si ce n'est pas cette stratégie que le Bénin, aura ses lettres de noblesse, tant mieux. Madame Apo. Oui, oui, on a besoin effectivement de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Il faut reconnaître qu'en Afrique, la société africaine n'a pas encore cette acceptation, n'a pas encore accepté de voir la femme au front. Rien qu'en France ici, il faut constater, pourtant c'est une démocratie vieille de siècles, mais malgré tout, les femmes ne sont pas encore à 50% dans les combats, dans les partis, dans le dynamisme. Mais aujourd'hui, chez nous surtout, je pense très très sincèrement que le choix naturel se fera, c'est-à-dire l'espace est en train de se créer pour une nouvelle génération qui est en train de prendre sa place. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire Sonia, Mariette, mettez-vous devant. Non, on sera devant, c'est-à-dire avec toute une autre génération, c'est-à-dire on sera poussé devant de fait. De fait, on n'aura rien demandé qu'on va se retrouver devant. Donc, c'est un cycle. C'est un cycle. C'est-à-dire, on est arrivé à cette maturité. Au début, vous savez, moi, les noms d'oiseaux, ça pouvait me tuer. Aujourd'hui, je me suis habituée petit à petit. Donc, voilà. Donc, je pense que de fait, et de voir la nouvelle génération, la nouvelle dynamique que nous donnons, se positionner, ça va motiver d'aucuns, ça va motiver d'autres parmi nous, d'autres qui avaient de belles idées, mais qui avaient peur d'aller de l'avant et de voir, voilà, Mariette, ou bien de voir Sonia ou de voir Julia, elle va dire, ben,
Ben oui, ben pourquoi pas? Ben écoute, elle va flipper un peu les premiers mois et puis après elle va se détendre. Et de fait, de toute façon, on va travailler la main dans la main. Il n'y aura pas une génération que de femmes où vous avez été que les hommes. On ne vous en veut pas. Hein. Mais il n'y aura pas de génération où il n'y a que de femmes. C'est ensemble qu'on sera meilleur. Donc, merci. Ça, je pense que c'est bien dit. C'est en même temps, ça conclut cette seconde partie de l'émission. Et donc, pour appuyer ce que vous avez dit, vous savez, hier, c'était la seconde partie du débat en ce qui concerne les préliminaires du Parti démocratique ici. Et donc, vous avez vu, si vous n'avez pas vu, mais celle qui s'est illustrée lors de ce débat, c'est Warren, hein, et cette sénatrice qui vraiment s'est débattue hein, parmi beaucoup de géants, hein, et celle qui a été la révélation et qui a été ce qu'on appelle ici des most such, candidate, c'était Williamson qui vraiment débattait des points. Donc, on peut dire que, comme l'a dit Sonia, que c'est le temps, c'est le momentum, c'est le timing de la femme. Et je pense que Dieu fera. Et le plus important, c'est qu'on puisse arriver très vite au rétablissement de nos acquis démocratiques. Donc, je vais vous passer la parole pour dire votre mot de fin et pour adresser un message à nos dirigeants pour que cela cesse. Madame en fatigue. Alors, moi, pour terminer, j'aimerais vraiment exhorter le président de la République, le gouvernement et toutes les personnes de la rupture à faire un bilan de conscience. Un bilan de conscience pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire du Bénin, où ils veulent aller. Et nous, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est de retrouver notre pays, notre quiétude, notre paix qu'on avait avant la cession de Patrice Talon au pouvoir. C'est vraiment ce que moi, c'est le minimum qu'on demande, le minimum syndical, et qu'on nous dise qu'il y a un projet d'asphaltage, enfin, qu'on ne voit que sur des maquettes pour l'instant, mais si vous êtes préoccupé à tirer sur la population, à créer la zizanie, à quel moment vous aurez des forces pour réaliser ces projets dont vous parlez et qu'on ne voit pas venir? Donc vraiment, ce climat délétère n'est profitable à personne. Donc je les rappelle à leur bon sens à refaire, comme je dis, un bilan et j'espère qu'ils sauront se resservir parce que la population, elle est in the edge, comme on dit aux États-Unis, d'exploser et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Fadikwe. Et Madame Ako, vous avez le plateau pour votre dernier mot. Toute seule. À mes frères et sœurs, je vous dis, ne baissons pas les bras. Continuons de lutter pour nos droits, nos acquis démocratiques, pour la liberté individuelle et commune. Continuons sérieusement, mais très sérieusement, la résistance. Parce que le blablabla sur les réseaux sociaux, ça ne suffira pas face à la force qu'on a. Donc, sérieusement, mettez-vous au travail, organisons-nous, faisons des réunions, mais sérieusement, des réunions succinctes de ce qu'on fait concrètement, comme de Dinfis, de Béanzin, de Kaba, de Bioguera. C'est un devoir. Vous devrez le faire pour défendre. Sinon, nos aïeuls vont nous en vouloir. C'est un devoir. Pour Patrice Talon, parce que moi je m'adresse que à Patrice Talon, puisque c'est lui qu'on a élu. C'est lui qu'on a plébiscité à 65%. Je dirais encore une fois, cher président, vous ne tiendrez pas longtemps dans cette posture. Très sérieusement, vous ne tiendrez pas longtemps dans cette posture de dictateur. Alors, réfléchissez, ramenez la balle à terre et ramenez la paix
dans notre pays, comme vous êtes venus le trouver. Ramenez la paix dans notre pays. La paix, ce n'est pas un mot. La paix, c'est un comportement. Lancez des comportements qui prouvent que vous voulez vraiment et vraiment la paix. Et à Maman Claudine, je dis, Maman Claudine, Maman Claudine, prends ton mari, joue-lui la musique de Balater et esquivez quelques pas de danse dans votre séjour et parlez à votre mari. Ramenez la paix à la maison, ramenez la paix dans notre pays. Merci. Oh, vraiment, quelle belle conclusion, quel vraiment beau mot de fin. Mes chers invités, vous avez été formidables et je demande aux internautes vraiment de vous soutenir et de vous bénir parce qu'au fait, ce qu'elles sont en train de faire depuis des années, c'est des sacrifices. Donc, c'est des sacrifices parce que c'est des gens qui sont enfouis vraiment de la liberté. Ils veulent le bien-être. Elles veulent le bien-être pour leur pays. Elles ne sont contre personne, mais on ne peut pas se taire. Elles ne sont pas allées à l'école pour croiser et elles ne sont pas des moutons. Donc, il faudrait que nos internautes puissent comprendre notre combat. C'est vrai, il y a des clébés. Nous sommes pour les critiques, mais vraiment dans les règles de l'art. Donc, il faut comprendre ce que c'est des sacrifices. Aujourd'hui, elles ont laissé beaucoup de choses pour venir. Ce n'est pas qu'elles sont payées, pas du tout. C'est des gens qui ont des assets, elles sont établies partout. Donc, le problème, il faudrait comprendre l'utilité, le combat. C'est notre pays, c'est la diaspora, c'est l'Afrique. Donc, sur ce mot, je vous remercie et c'est sûr que nous allons encore se retrouver pour une autre émission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Merci.